Jean-Claude Mouissa, aussitôt nommé, aussitôt boudé par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'ouverture de sa session, l'organe délibérant de la capitale a par la bouche de son président exprimé son mécontentement face à la nomination du nouveau patron de la DGRK. Il aurait voulu être consulté avant la nomination de celui qui n'était pas un ministre correct selon lui. Épris qui croyait prendre un réseau mafieux spécialisé dans la contrefaçon des signes monétaires a été arrêté par la police. Ils ont été présentés ce mardi à la presse. Réunion technique ce jour entre les responsables du projet Accès à l'éducation de qualité et aux moyens de subsistance et les points focaux des provinces ainsi que les autorités politico-administratives. La rencontre a permis aux participants de cerner ce projet afin de lutter contre la pauvreté. Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal. D'abord, cette question, qui a tué le colonel Mamadou Moustapha Ndala? C'est sur cette question que vont s'exercer les magistrats de la haute cour militaire qui séjournent depuis lundi à Beni, dans le Nord Kivu. Le procès des présumés assassins du colonel Moustapha, général à titre posthume, s'ouvre ce mercredi à Beni avec à la tête le colonel Tito, qui était à la tête du 102e régiment des FRDC. Le décor est déjà planté. La presse tant nationale qu'internationale séjourne dans cette partie du pays. Pour rappel, Mamadou Ndala avait trouvé la mort le 2 janvier 2014 alors qu'il était engagé dans l'opération Soukola 1 contre les ADF, rébellion ougandaise. Un réseau mafieux spécialisé dans la contrefaçon des signes a été arrêté par la police et présenté à la presse ce mardi. Ces criminels économiques sont accusés entre autres de contrefaçon monétaire, des blanchiments d'argent, des faux et usage des faux ainsi que d'escroqueries. Suivez. Monsieur Lakou Sangou Papi, alias Pichen, de nationalité britannique, d'origine congolaise, sous la supervision d'un compatriote résidant à l'étranger, ayant eu des démêlés avec les autorités policières d'au moins 2 États européens, pour notamment le trafic illicite des chèques et cartes bancaires volées auprès des tiers, entendez le phénomène Chekula, M. Lakou Sangou Papi, alias Pichen, détenait plusieurs billets de francs congolais contrefaits à l'extérieur, qu'il devait remettre à sa complice, Madame Zeba Kachala Denise. Madame Zeba Kachala Denise, elle est le véritable point focal de ce réseau mafieux. En écoulant les faux billets expédiés par les superviseurs résidant à l'étranger, par le truchement de son statut de vendeuse. Monsieur Saoumba Mouzinga Jinglé, alias Monsieur l'abbé. Les services de sécurité ont trouvé dans son domicile toute une malle contenant des faux dollars américains et une importante quantité de papier noble. C'est le monsieur Zanga, je ne sais pas s'il mérite d'être appelé monsieur, Moukweya Papi. Après une interpellation dans un bistrot pour utilisation d'un faux billet de francs congolais, la perquisition opérée à son domicile par la police nationale a permis de saisir d'importantes quantités d'autres billets qu'il comptait blanchir à travers des activités commerciales, particulièrement à l'intérieur du pays. M. Kissama Kiabou Michel, alias Kissama Kinkontwe Richard. Les services de sécurité ont récupéré sur lui une mallette en plastique contenant un appareillage sophistiqué destiné à la contrefaçon des dollars américains, ainsi qu'un montant d'1 400 000 faux dollars américains. Non à la violence et au règlement des comptes entre jeunes des Banzangungu, tel est le message véhiculé par le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, qui est allé réconcilier les jeunes de ces territoires après des affrontements entre jeunes et qui ont causé la mort d'un des leurs. Les détails dans ses commentaires de Georges Bakabakangese. Des groupes de jeunes qui s'affrontent à la mort et les climats dégénèrent en conflit.
La situation prévaut en Banzangungu, dans la province du Bas-Congo, où tout récemment, un fils des militaires du camp colonel Ebeya a trouvé la mort à la suite d'une dispute avec des jeunes de la cité, supposés être du quartier Zongo. Et depuis, la tension est montée d'un cran entre les deux groupes, surtout que les jeunes du camp colonel Ebeya, dans leur expédition punitive, ont saccagé une boutique et incendié les véhicules d'un particulier au quartier Zongo. Voilà qui explique la visite de Daniel Mukoko Samba en Banzangungu le dimanche dernier. Fils du terroir, le vice-premier ministre, ministre du budget qui a été rejoint par le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atou Matubwana, est allé aussitôt à la rencontre des parents du jeune décédé au camp colonel Ebeya. Outre une enveloppe, contribution au deuil et compassion au malheur de la famille éplorée, le prof a exhorté au calme le père du défunt avant l'inhumation du corps qui doit intervenir dans quelques jours. Inhumation qu'il a souhaité se passer dans la dignité. L'affaire, comme l'a laissé entendre le vice-premier ministre, est prise en charge par la justice afin d'établir les responsabilités de tout un chacun. Cependant, aux jeunes du quartier Zongo incriminés, mais qui disent ne pas être impliqués dans cette mort, Daniel Mukoko a conseillé de dénoncer toute personne qu'il considère comme infiltrée. Signature ce mardi d'un protocole d'accord sur l'exploitation des ressources naturelles. Cet accord s'est effectué entre la Sodimco et les consortiums coréens MCN Korea. Cet accord vise à renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et la République de Corée. Le reportage de Nestali Bouamoutala, Tania Moulenda et Chims Kapangala. Ce protocole d'accord sur l'exploitation des ressources naturelles en RDC, précisément dans la mine de Musoshi au Katanga, constitue une reprise des activités minières dans cette carrière en vue de lutter contre la pauvreté. Ce partenariat est l'aboutissement d'un long processus entamé par le gouvernement congolais avec la Corée du Sud. Pour les signataires, il est salutaire. La cérémonie d'aujourd'hui, je venais de l'appeler une bouffée d'oxygène, puisqu'elle va permettre de faire ces travaux-là qui sont difficiles et nous permettre de relancer les activités de l'entreprise. Pour le gouvernement congolais, représenté par les ministères des Mines et du Portefeuille, à travers ce geste, les deux pays vont renforcer leur coopération. Il est demandé à la Sodimco et le consortium coréen MCN Korea, signataire de ces protocoles d'accord, de bien gérer ce partenariat, mais aussi toutes les parties prenantes opérant dans le secteur des ressources naturelles en RDC. Les organisations de la société civile environnementale ont procédé ce mardi au lancement de l'étude sur les fonciers en République démocratique du Congo. Cette étude vise à s'assurer une meilleure gouvernance et une gestion plus durable. Le reportage d'Abdul Soko avec Ben Mondo. C'est dans le but de faire des propositions réalistes pour une réforme efficace de droit foncier que les organisations de la société civile environnementale ont procédé ce mardi au lancement de l'étude sur les fonciers en RDC. Cette étude est menée par le professeur Pierre-Étienne Kefak, axée sur la recherche d'un droit foncier protecteur des populations des zones forestières en RDC. Pour le coordonnateur du réseau ressources naturelles, Joseph Bobia, cette étude a été réalisée dans le cadre du projet de la cartographie et de la gouvernance forestière dans les bassins du Congo. Blaise Moudodossi, chargé du plaidoyer de la cartographie et gouvernance forestière dans les bassins du Congo, qui a présenté cette étude à l'absence de l'auteur, a précisé que cette recherche vise à contribuer à la réduction de la pauvreté, à la gestion durable de ressources naturelles et à l'amélioration de la gouvernance des forêts tropicales humides dans les bassins du Congo. Pour l'orateur, les résultats de cette étude vont conduire à préconiser l'abolition de la propriété exclusive de l'État sur la terre ainsi que la création d'un nouveau domaine foncier sur lequel le droit de possession individuelle et collective peuvent s'exercer, ouvrant la voie à la reconnaissance des droits des propriétés des populations. Cette étude a été produite par Rainforest, Fondation du Royaume-Uni, en collaboration avec les réseaux ressources naturelles. L'article 14. Merci de rester avec nous sur la RTG. L'actualité continue avec maintenant l'invité politique. Yves Kisombe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle.
Tout à fait. Alors avec vous, nous allons parler des questions d'actualité politique dans notre pays, notamment la question de la révision de la Constitution. Vous avez certainement suivi dernièrement, les évêques catholiques ont dénoncé cette révision, ils sont contre. Ils ont même demandé aux chrétiens de prier pour qu'elle n'arrive pas. Comment la majorité présidentielle a-t-elle accueilli cette nouvelle? Je crois que c'est une dérive regrettable. Je suis moi-même catholique. Et je considère, avec le plus grand respect pour nos évêques et nos prêtres, nos curés, nos abbés, que l'Église doit vraiment rester l'Église, c'est-à-dire ce repère social, spirituel, au-dessus du temporel. Il n'est pas bon que le clergé fasse de la politique. Lorsque des prises de position partisanes, favorables à un camp politique plutôt qu'à un autre, sont le fait des prélats, ce n'est pas une bonne chose. Cette prise de position est favorable à l'opposition, c'est ça? La révision constitutionnelle et le débat tout autour fait partie du débat politique citoyen. Et le débat politique est le cœur de la démocratie. Les chrétiens, les catholiques sont des citoyens dont je fais partie, et qui sont des acteurs dans les différents domaines de la vie nationale. Il n'appartient pas, comme l'a relevé Sa Sainteté le pape François, au clergé de se substituer ni aux institutions, ni aux acteurs laïcs catholiques. La dérive, je le dis sans agressivité, sans hostilité personnelle vis-à-vis de mes pasteurs, que j'aime et que je respecte. Mais je pense qu'il faut être clair. Mobutu, en son temps, l'avait dit, parce que Mobutu, c'est vrai, c'est beaucoup de choses négatives dans le bilan, mais c'est aussi la défense de la laïcité. Je crois qu'il faut avoir le sens de l'histoire à un moment donné. Je crois qu'il n'est pas bon que la confusion entre l'État et l'Église soit entretenue dans les esprits. Il pense que les prêtres, le clergé, ben justement, donc descendre dans l'arène politique, parce que la révision de la Constitution est une question éminemment politique. Et ceux qui ont la maîtrise de l'opportunité politique des choses, ce sont les acteurs politiques et les citoyens d'une manière plus large. Et ces citoyens catholiques, en l'occurrence, comme moi, qui sont pratiquants, qui vont à la messe le dimanche, et qui donc, au-delà de leurs convictions politiques, se réunissent, se voient entretenir la division au niveau même de leur pasteur. Ce n'est pas une bonne chose. Lorsque les prêtres, les curés sont obligés de lire le message partisan de la conférence épiscopale à la messe, cela heurte les consciences. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, il n'est pas bon que les prêtres, que les évêques fassent de la politique. Prendre position pour ou contre la révision constitutionnelle, c'est une option politique. Parce que cela concerne l'avenir politique de la nation. Ça n'est pas une bonne chose. Attendez, s'il vous plaît, ce que le clergé aurait dû faire, c'est de dire, vous, partisans de la révision constitutionnelle, vous qui êtes contre la révision constitutionnelle, soyez pour ou contre avec des arguments dans l'intérêt supérieur de la nation et non pas dans l'intérêt d'un camp, d'un leader ou de vos intérêts personnels. Voilà le message de l'Église. Mais l'Église ne peut pas, le clergé ne peut pas descendre dans l'arène politique et prendre position. Et ça, les jeunes catholiques, les moins jeunes, parce que la jeunesse est relative, nous avançons aussi dans le temps, eh bien, beaucoup ont exprimé, notamment ceux qui appartiennent à la famille politique du chef de l'État. Justement, ces jeunes-là, selon nos informations, les jeunes catholiques de la majorité présidentielle s'apprêtent à aller déposer un mémorandum à l'annonciature pour dire qu'ils soutiennent la révision de la Constitution, ils sont contre la position des évêques. Ce n'est pas une rébellion au sein de l'Église, ça? Non, cher monsieur, nous avons été stupéfaits, littéralement, de constater l'indignation, dans le respect, mais l'indignation réelle de centaines de milliers, sinon de millions de catholiques dans les paroisses qui ne comprennent pas pourquoi cette prise de position partisane vient tomber sur eux comme cela. Et
il a suffi que nous, catholiques, jeunes et moins jeunes, qui appartenons à la famille politique du président de la République, au-delà de notre appartenance politique, nous exprimions entre nous cette indignation pour que l'idée d'une pétition fasse rapidement le tour des esprits et que près de 40 000 signatures en quelques jours à peine soient récoltées pour dire... récoltées à Kinshasa ou partout dans le pays? Oh, essentiellement à Kinshasa. C'est une action spontanée, assez ponctuelle que nous, acteurs politiques de la majorité présidentielle, proches de la jeunesse, avons initiée. Et évidemment, en tant que membre de cette famille politique, nous le faisons en communion d'esprit avec notre hiérarchie parce que nous partageons les valeurs de la laïcité, de la séparation entre l'Église et l'État. Et demain, nous allons à la nonciature apostolique dire à l'ambassadeur du pape que nous transmettons ce message au pape pour que nos évêques veuillent bien revenir à la raison. Nous les aimons, nous leur exprimons le plus grand respect et notre plus grande reconnaissance pour toute l'œuvre qu'ils accomplissent, mais nous disons de la manière la plus sereine qu'il s'agit là d'une dérive que nous ne pouvons accepter. Il n'est pas bon que... Vous pensez que vous allez mobiliser beaucoup de jeunes catholiques demain? Oh, nous étions en train de le faire. Mais le gouverneur Kimbuta a estimé qu'il n'était pas possible pour nous d'organiser une marche à travers la commune de la Gombe, siège des institutions. Vous savez que l'annonciature apostolique se situe à quelques mètres à peine de la présidence de la République, de la primature et de toute une série d'instances officielles extrêmement importantes. Nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur en nous soumettant à ce refus de l'autorité urbaine de nous laisser organiser cette marche. Qu'à cela ne tienne, demain nous serons avec quelques dizaines, une petite centaine de jeunes qui représentent ces millions de jeunes catholiques à travers le pays. Partout au monde, l'Église reste au milieu du village. Même dans les combats qu'elle a pu mener, elle a toujours su mettre en avant les valeurs morales, les valeurs chrétiennes. À Brazzaville, ici, dans les pays voisins, et même en Italie, à quelques pas de la cité du Vatican, l'Église ne se mêle pas de la politique italienne, n'est-ce pas, qui est le pays qui est le plus proche, n'est-ce pas, géographiquement de la cité du Vatican. Voilà. Le débat politique ne doit pas faire l'objet de l'intérêt trop impliqué de notre clergé. Communicateur de la majorité, mais notre reporter Martin Kayembe sera là pour voir si ce que vous dites est vrai, si vous allez mobiliser. Non, malheureusement, je vous le dis, nous ne pouvons pas. Demain, nous irons simplement avec quelques dizaines de jeunes déposer notre pétition adressée, cette pétition signée par des dizaines de milliers, mais il est le bienvenu parce que nous voulons dire qu'au Congo, nous ne voulons pas que l'Église dévoie et soit autre chose que l'Église au milieu du village dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup Yves Kissombe, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Rendons-nous maintenant dans la province du Kasaï oriental où le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a visité la centrale hydroélectrique de Tchala. C'est un reportage de Martin Moudimbi Kapenga dans un commentaire de Clarisse Ekoko. Plus de 2 mois sans électricité et sans eau potable, les habitants de Mboujima et chef-lieu de la province du Kasaï oriental ne savaient plus où donner de la tête. Soucié du bien-être de ses administrés, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji est allé se rendre compte de l'état actuel de la centrale de Tchala. Nous sommes venus nous rendre compte de l'état des lieux de la centrale de Tchala qui nourrit pratiquement toute la ville de Mboujima. Il y a certes des efforts consentis, conjugués par les agents, par la NLK. Ces efforts, nous sommes venus les applaudir, les louer, les féliciter. Pour leur bravoure, nous savons les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, ils ont maintenant remis la centrale à 3,2 MW, 3200. Il y a des besoins immenses en termes d'argent. S'il faut aller doubler cette capacité, cette puissance à 6400
Donc il nous faut un montant de 1 250 000. Actuellement, cette centrale a une capacité de 3200 MW. Pour renforcer sa capacité opérationnelle, le gouvernement provincial du Kassa-Oriental a promis de trouver, illico presto, des moyens pour équiper la centrale de Tchala. Ainsi, sa capacité opérationnelle passera de 6400 MW. Le Congrès national congolais, parti cher au député national Pius Mwabilou, a participé au 29e anniversaire de l'accident de circulation qu'avait connu Dialungana Kiangani, ancien chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'était le dimanche 28 septembre 2014 à Madimba, dans la province du Bas-Congo. Reportage. Ici, le lieu où l'accident mortel avait eu lieu il y a 29 ans. Accident dont l'ancien chef spirituel kimbanguiste Dialungana Kiangani fut le seul survivant. La délégation du Congrès national congolais qui a pris part s'est prosternée au mausolée érigé en mémoire de cet événement avant de faire le pied jusqu'à la paroisse kimbanguiste où le culte a été organisé. Au nom du président national du Congrès national congolais, l'honorable Pius Mwabilou, Alexis Chamala, secrétaire national du CNC, qu'accompagnait Pétillon Binene, chargé de l'idéologie, et Léopold Mouyembe, coordonnateur du siège national du CNC, démontrer l'importance du prophète Simon Kimbangu dans la vie de l'homme noir et dit le soutien du CNC à l'église kimbanguiste. En marge de cette visite à Madimba, le parti politique qui place l'homme au centre de tout a remis le don de son président national, l'honorable Pius Mwabilou, aux maraîchères de Madimba. Ce matériel aratoire devra être utilisé à bon escient, a noté Alexis Chamala, recommandation du président national du Congrès national congolais qui tient au développement par la base. Nous vous remettons ce matériel aratoire pour que vous puissiez vous prendre en charge. Vous ne devez pas toujours compter de Kinshasa. À travers un champ de 2 hectares, vous pouvez encore faire beaucoup de projets avec ça. Aujourd'hui, nous vous remettons le premier lot. Et le deuxième lot va s'en suivre après 2 semaines. Moi, en tant qu'idéologue, je vous dis que ça, c'est une unité de production qu'on vient de vous donner. Vous devez prendre en charge la population de Madimba, le premier territoire de RDC. C'est le miroir de notre parti. C'est dire que le Congrès national congolais ne ménage aucun effort pour matérialiser la révolution de la modernité dans son volet social tel que prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et nous avons un communiqué du Congrès national congolais. Le secrétaire permanent du Congrès national congolais porte à la connaissance de toutes les militantes et tous les militants ainsi que de toutes les personnes désireuses d'adhérer au Congrès national congolais qui, conformément à la décision numéro 67/013 du bureau politique portant acquisition des cartes biométriques, les cartes des membres sont désormais disponibles et peuvent s'acquérir moyennant 1500 francs congolais. Siège national auprès des présidents fédéraux, auprès des présidents sectionnaires ou encore auprès des présidents cellulaires. C'est un communiqué signé par Jeff Kiovwelubo, secrétaire permanent. Ouverture ce mardi 30 septembre 2014 de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa en présence de plusieurs autorités de la ville de Kinshasa. Plusieurs questions seront débattues au cours de cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire. Le reportage de Neftali Bouamoutala, Léontine Kazamwali avec James Kapangala. Après 3 mois de vacances, les députés provinciaux de Kinshasa ont repris le chemin de travail. À l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, le président de cette institution a circonscrit les différents sujets qui y seront débattus. Honorables députés et chers collègues, point n'est besoin de vous rappeler que la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est essentiellement budgétaire. Il s'agit bien entendu d'une exigence légale et réglementaire. Par ailleurs, pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques urbaines, une attention particulière devra être accordée à l'examen et au vote du projet dédié
portant reddition des comptes. Évoquant la question sur la nomination du nouveau directeur général de la DGRK, le président de l'APK souhaite une franche collaboration entre le Parlement et le gouvernement provincial. Prendre chacun toute la mesure de responsabilité qui nous incombe et faire honneur à la population quinoise qui nous a élus. L'honneur n'a pas de prix. Je ne peux concevoir un ministre démis de ses fonctions par incompétence et qui devienne DG de la DGRK. J'ai dit non, non, non. Les députés provinciaux de Kinshasa ont réagi à cette allocution. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire, mais étant donné qu'il s'agit d'une session ordinaire, il y a aussi d'autres matières qui seront traitées. En ce qui concerne la question de DGRK, je pense qu'il s'agit là d'une question administrative où nous ne pouvons pas traiter ça de manière politique. L'Assemblée ne voulait pas qu'il soit là. Et maintenant, l'exécutif, il a fait ce qu'il voulait. Le président a rendu hommage au général Jean-Lucien Baouma décédé dernièrement et à toutes les victimes de l'épidémie d'Ebola. Roger Ntingi a par ailleurs demandé aux députés d'être présents et ponctuels à toutes les plénières pendant cette session. La 12e session des parlementaires membres du réseau parlementaire de la francophonie, de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme s'est clôturée ce mardi. Les parlementaires venus des pays membres ont mis en place des stratégies pouvant aider ces parlementaires à légiférer dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le reportage de Martin Kayembe avec Sylvain Bété. Avec leur bureau, ces travaux de Kinshasa ont été un moment pour les parlementaires membres du réseau de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme de mettre en place des stratégies pour l'éradication de ces trois maladies. L'objectif poursuivi par les recommandations de ces travaux est d'emmener les parlements des pays membres à bien légiférer afin d'emmener le budget de la santé à 15%. Beaucoup de pays africains ont signé les accords d'Abuja qui est les 15%. 15% ça vous semble être beaucoup. Mais 15% de quoi? Quand la productivité interne d'un pays ne permet pas réellement de faire ressortir un 15% qui peut faire face réellement aux besoins en santé, les 15% ne signifient rien. En tant que parlementaires, nous avons l'obligation de faire attention à cette maladie en allouant des budgets conséquents pour que le gouvernement puisse arriver à éradiquer cette maladie. La 12e session du réseau des parlementaires de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme a été également un moment de prise de conscience et d'engagement contre ce fléau qui guette les pays membres. De qualité et aux moyens de subsistance était au centre du débat ce mardi entre les responsables de ces projets, les points focaux des provinces et les autorités politico-administratives. Cette réunion technique a permis aux participants de cerner ce projet afin de lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Les détails avec Suzy Kibira Omari et Francis Siamundele. Ils sont venus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Kinshasa pour assister à cette réunion technique du projet d'accès à l'éducation de qualité et aux moyens de subsistance. Clément Koné, directeur national de cette fédération mondiale, a invité l'assistance à une interaction d'idées pour bien cerner les contours du projet d'accès à l'éducation de qualité et aux moyens de subsistance. Pendant ces 2 jours, je pense que cette interaction nous permettra de faire une connaissance mutuelle pour mieux renforcer notre solidarité autour de notre objectif commun qui est justement la lutte contre la pauvreté. Nous travaillons toujours à l'alignement aux politiques nationales. Nous intervenons dans un pays où, de façon sectorielle, il y a des politiques. Donc, il est important pour nous, pendant que nous travaillons sur un projet, en suivant notre stratégie nationale qui se trouve lui-même aligné sur la politique, les différentes politiques nationales, il est important pour nous, en tant qu'équipe, d'écouter.
Les priorités stratégiques du gouvernement en matière de la jeunesse et de l'agriculture ont été évoquées à l'intention des experts d'Actionaid pour qu'ils appuient le gouvernement à travers ce projet. Ce en vue de résoudre les problèmes cruciaux de la jeunesse. Actionaid tient à la compréhension commune de la direction dans l'objectif de travailler en synergie avec les bénéficiaires. Actionaid tient à la compréhension commune de la direction dans l'objectif de travailler en synergie avec les bénéficiaires dans la commune de Kinsenso, l'île Idjui dans la province du Sud Kivu et la commune de Nyiragongo au Nord Kivu. Actionaid, cette fédération mondiale, est visiblement déterminée à parvenir à sa vision femmes et jeunes en action pour mettre fin à la pauvreté. Le système Sidonia World pose quelques problèmes aux agents des régies financières qui l'utilisent dans les frontières, notamment dans la province du Katanga. C'est pourquoi le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a fait le déplacement de cette province pour apporter des solutions afin d'éviter non seulement les engorgements constatés, mais aussi la fraude dans cette partie de la République démocratique du Congo. Patrice Kitebi donne ici le sens de sa visite dans le Katanga. Suivez. Il y a l'engorgement, il faut qu'on étudie pourquoi il y a cet engorgement et quelle est la réponse structurelle que nous allons apporter pour qu'il n'y ait plus d'engorgement. Mais il y a bien d'autres phénomènes, il y a aussi la fraude et c'est tous ces éléments-là que nous allons essayer d'examiner ensemble avec les équipes à la fois des régies financières mais surtout avec la province. Non, techniquement, Sidonia World ne devrait pas poser un problème parce que c'est un logiciel, on va dire, nouveau qui apporte des améliorations, mais en même temps, la DGDA a pris toutes les précautions pour que les formations soient faites, entre autres au bénéfice, pas seulement des agents, mais aussi d'un certain nombre d'intervenants. Alors nous allons plutôt nous poser la question, pourquoi ça ne marche pas? On ne doit pas supprimer la modernité. On ne doit pas supprimer la modernité. On doit se poser la question pourquoi ça ne marche pas et donner des réponses pour que Sidonia World puisse marcher. S'il y a des éléments liés au coût, nous allons poser la question pourquoi ça coûterait cher aux opérateurs économiques. Et nous allons regarder tous les problèmes avec tous les intervenants de façon objective et apporter des réponses. En sport, les joueurs de l'association sportive Vita Club sont rentrés à Kinshasa lundi dans la soirée. Au sortir de l'aéroport international d'Njili, aucun joueur ou encore membre du staff n'a voulu accorder des interviews à la presse. Pas de triomphalisme, place à la préparation de la finale aller qui se jouera à Kinshasa. Patrick Isso Bongese Bokuma avec Jean-Jacques Lombela. C'est dans la soirée de lundi 29 septembre que les joueurs de V-Club sont rentrés à Kinshasa. C'est là après leur qualification pour la finale de la Ligue des champions de la CAF, 41 ans après leur premier sac. Comme on peut le voir, le staff dirigeant du club vert et noir ne veut pas du triomphalisme. Pas de comité d'accueil et surtout pas d'interview. L'heure est à la préparation de la finale aller qui va se jouer ici à Kinshasa. C'est d'ailleurs le souhait des spécialistes qui voudraient voir les Congolais se mettre autour de ces clubs pour un intérêt commun. Oubliez la fête, c'est terminé. Les demi-finales, c'était les demi-finales. Maintenant, c'est la finale. Et c'est là 41 ans après le sacre de V-Club en 73, s'inspirer justement de l'heureuse mémoire de ceux qui ont été de l'épopée de 73, savoir ce qu'ils ont pu faire, se puiser dans leur morale, dans leur puissance et dans tout leur être pour se dire, c'est la dernière carte de sa vie. Vous avez vu qu'il a fallu plus de 40 ans pour que V-Club retrouve le chemin du titre africain. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut jouer une finale. Il faut qu'on se le dise. Et les joueurs de V-Club, c'est ce qu'ils doivent faire pour espérer ramener. Il faut que V-Club fasse la paix avec tous les adversaires en interne. Il faut mobiliser toutes les consciences et mobiliser toutes les couleurs pour un appui inconditionnel avec le jour du match aller contre Entente Sétif. Place à la préparation de la finale où les Congolais seront tous derrière V-Club pour le pousser à donner à la RDC un énième titre des champions des clubs.
À l'étranger, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne, Souk-Bakbo Blé-Goudé Charles, accusé de meurtre et viol devant la Cour pénale internationale. C'était lundi lors d'une audience de confirmation des charges qui durera jusqu'à jeudi prochain que l'ex-chef des Jeunes Patriotes a été pointé responsable des pires crimes commis après l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. C'est un commentaire de Esther Mpezo Omba. Les hommes sous l'autorité de l'Ivoirien Charles Blé-Goudé, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont tué, violé, brûlé vives et persécuté des centaines de personnes lors des violences qui ont déchiré la Côte d'Ivoire de 2010 à 2011 à l'issue des élections de novembre 2010, a accusé lundi le procureur de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda. Au cours de l'ouverture de l'audience de confirmation de charges qui durera jusqu'à jeudi prochain, l'ex-chef des Jeunes Patriotes, un mouvement pro-Gbagbo, est pointé responsable de centaines des pires crimes où plus de 3000 personnes avaient été tuées en Côte d'Ivoire dans les 5 mois qui ont suivi l'élection. Toujours dans cette audience, les propos de Mme Bensouda ont été accueillis par des soupirs et rires sarcastiques des partisans de Blé-Goudé, pendant qu'à l'extérieur de la CPI, une quarantaine des partisans de Goudé et Gbagbo réclamaient la libération de ces deux hommes. Selon l'accusation, Blé-Goudé doit répondre de 4 chefs des crimes contre l'humanité liés à 5 événements représentatifs, dont la répression sanglante de manifestations pro-Ouattara ou le bombardement à l'arme lourde d'un quartier surpeuplé d'Abidjan. L'accusation le tient responsable d'au moins 184 meurtres, 38 viols, 126 actes inhumains et 348 persécutions. Mais l'avocat de Blé-Goudé, Nick Kaufman, met en exergue la grande différence existant entre un activisme public légitime et une conduite criminelle. Les discours enflammés de Goudé peuvent heurter la sensibilité européenne, mais ne signifient pas un appel à la violence, a-t-il poursuivi. La défense a en outre soutenu lundi que les faits reprochés n'étaient pas assez graves pour justifier de poursuites de la CPI créée en 2002 pour poursuivre les plus hauts responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Demandant l'abandon de poursuites dans une requête déposée lundi, la défense soutient que le nombre de victimes attribuées aux suspects ne dépasse pas le seuil de gravité requis. Mais jusque-là, aucun membre du camp Ouattara au pouvoir n'a encore été inquiété par la CPI. Fatou Bensouda, procureur à la CPI, a rassuré que la justice sera rendue de 2 côtés. Justice encore, à l'étranger toujours, un mandat d'arrêt a été lancé contre le président du Parlement nigérien. Ama Amadou est accusé dans une affaire de trafic de bébés. Ce dernier estime que ses poursuites ont pour but de l'écarter de la présidentielle de 2016, affirmation rejetée par le gouvernement de Niamey. Encore une fois, un commentaire d'Esther Mpezo Omba. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic international des bébés, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du président du Parlement nigérien, Ama Amadou. Pour les avocats d'Amadou, Maître Souley Oumarou et Maître Moussi Boubacar, ce mandat émis le vendredi dernier n'est encore que national, précise l'agence France Presse. Parmi les 17 personnes inculpées puis écrouées en fin juin 2014, figure l'une des épouses du président de l'Assemblée nationale nigérienne, mais aussi le ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, et l'une de ses épouses. Ces bébés victimes de trafic ont été conçus au Nigeria, puis envoyés au Bénin et au Niger. Pour rappel, le président de l'Assemblée nationale nigérienne s'est enfui en fin août au Burkina Faso avant de passer en Belgique puis en France où il a lui-même demandé qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui afin que son cas soit saisi par la justice française. Ama Amadou affirme cependant que ces poursuites ont pour but de l'écarter de la présidentielle de 2016. Mais le gouvernement de Niamey s'inscrit en faux sur cette affirmation du président de l'Assemblée nationale nigérienne. D'actualité sur la RTGA, voici maintenant le rappel des principaux titres. Jean-Claude Mouissa, aussitôt nommé, aussitôt boudé par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'ouverture de sa session, l'organe délibérant de la capitale a, par la bouche de son président, exprimé son mécontentement face à la nomination du nouveau patron de la direction générale des recettes de Kinshasa. Il aurait voulu être consulté avant la nomination de celui qui n'était pas un ministre correct selon lui.
EPRI, qui croyait prendre un réseau mafieux spécialisé dans la contrefaçon des signes monétaires, a été arrêté par la police. Ils ont été présentés à la presse ce mardi. Réunion technique ce jeudi entre les responsables du projet Accès à l'éducation des qualités et aux moyens de subsistance et les points focaux des provinces ainsi que les autorités politico-administratives. La rencontre a permis aux participants de cerner ce projet afin de lutter contre la pauvreté. Restez avec nous sur la RTGA. Très bientôt, le point sur l'environnement avec Dieudonné Sidia. Mais d'abord, la météo. Ces bulletins météorologiques de la RDC pour ce mercredi 1er octobre. Un ciel oragé sera observé dans certaines villes du pays. Les températures varieront entre 14 et 34 degrés Celsius. À Kinshasa, il fera 22 Celsius et la température maximale sera de 34 degrés Celsius. Un temps peu nuagé y sera observé avec une probabilité de plus de 10%. À Bukavu, au sud Kivu, un temps oragé sera observé avec une probabilité de plus de 80%. Il fera 14 degrés Celsius comme température minimale et 24 degrés Celsius comme température maximale. La ville de Bandundu a une probabilité de plus de 20% avec un temps peu nuagé. Les températures varieront entre 22 Celsius et 33 degrés Celsius. Voici les temps qu'il fera dans d'autres villes de la RDC. Prenez toutes les précautions pour éviter les imprévus de la nature.